Salut à toutes et à tous, j'espère que vous tenez bon. Parce qu'en Algérie, ou plutôt dans cette version remasterisée du pays, dirigée par le maestro des équilibres économiques à géométrie variable, M. Tebboune, même l'économie s'est transformée en sujet explosif. Oser effleurer une décision, soulever un doute sur un projet, glisser une critique, et vous voilà sur la sellette. Pas de débat, c'est la prison, ou pire, un passage express vers l'oubli forcé. Prenons le cas du docteur et expert reconnu Jules Salama. Hier, le 26 janvier 2026, vous avez été des centaines à afficher votre soutien après que nous ayons levé le voile sur son arrestation. Son tort ? Avoir participé à une émission diffusée sur Nahar TV, relancée ensuite par l'activiste Saïdera, dans laquelle il a eu le malheur de décortiquer le fameux méga-projet Erbilé. Jules Salama, économiste chevronné et stratège financier, n'a fait que poser les bonnes questions. Mauvaise pioche. Erbilé, mes amis, c'est devenu l'objet sacré, un totem. Le critiquer, c'est pointer directement Abdelmadjid Tebboune du doigt. Parce qu'autour de ce projet, gravitent beaucoup trop de récits enjolivés, de mythes entretenus et de vérités soigneusement maquillées. Et comme nous, on fait partie de cette poignée de médias encore debout, indépendants et libres pour de vrai, on n'a pas le choix. On vous doit les faits, bruts, entiers, réels. Après avoir exploré le grand chantier du gaspillage monumental, celui de l'eau et du gaz, ces ressources vitales que l'Algérie semble jeter par la fenêtre à coups de milliards de dollars, il est temps de se pencher sur un autre sujet brûlant. Le trait du siècle, ou devrions-nous dire, le mirage sur rail. D'après nos informations, et elles sont sérieuses, c'est entre le 29 janvier et les tout premiers jours de février 2026 que ce mastodonte ferroviaire pourrait être officiellement lancé. Le président Tebboune himself est censé faire le déplacement jusqu'à Erbilé pour couper le ruban rouge du train Ret Bachar, également surnommé le train du désert. Rien que le nom évoque déjà les grandes épopées. Mais attention, on ne parle pas ici d'un petit projet régional, non. C'est tout simplement le plus ambitieux chantier ferroviaire de l'histoire du pays. 950 km de voies ferrées reliant les wilayas de Béchar, Beni Abbès et Tindouf. Un couloir d'acier pensé pour faire décoller l'exploitation du gisement de Erbilé, ce joyau minier que le régime chérit comme un trésor. Et bien sûr, ce projet, les autorités ne cessent de l'encenser. Une avancée stratégique, un modèle de développement, un bijou de l'économie nationale, rien que ça. Tebboune, lui, le mentionne à chaque discours, comme une carte maîtresse sortie au bon moment. Bref, ce train n'est pas juste un moyen de transport, c'est devenu un symbole politique sur rail. Alors, ce fameux train, est-ce qu'il change vraiment la donne? Est-ce qu'on parle ici d'une avancée majeure ou simplement d'un coup d'éclat sur fond de sable chaud? Est-ce qu'on a entre les mains une révolution industrielle ou juste une illusion roulante? Il est temps de se poser les bonnes questions, avec calme, lucidité et surtout sans trafiquer les chiffres comme certains aiment bien le faire. Car oui, il faut le reconnaître, le projet est colossal. On ne construit pas tous les jours une ligne de 950 km à travers un désert aride. C'est sans conteste le plus grand chantier ferroviaire que l'Algérie ait connu. Sur le papier, c'est impressionnant. Sur le terrain aussi. Mais dans les coulisses, c'est une autre histoire. Ce que le pouvoir évite soigneusement de dire à la population, c'est le coût. Pas quelques millions, non. On parle ici de 7 milliards de dollars. Oui, 7 milliards. Une somme astronomique. Et attention, il ne s'agit pas simplement d'aligner des rails et de faire ronronner des locomotives. Non. Mettre en place cette ligne entre Béchar et Erbilé, c'est un monstre logistique, bien plus complexe que ce que le storytelling officiel veut bien admettre. Tenez-vous bien, 5 milliards de dollars. C'est la somme vertigineuse qu'a englouti l'État algérien, rien que pour poser les bases de ce train du désert. Pas encore de wagons, pas encore de passagers, juste du béton, du fer, des câbles et beaucoup de sable déplacé. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle infrastructure concrètement? C'était pas juste un alignement de rails. On parle ici de signalisation sophistiquée, de nivellement de terrain sur des centaines de kilomètres.
mais surtout de la construction titanesque de plus de 1400 ouvrages d'art. Oui, vous avez bien entendu, 1431 structures au total, dont 45 ponts pour les trains, 48 pour les routes et, tenez-vous bien, 1338 dispositifs hydrauliques pour affronter les caprices climatiques du désert. Selon la version officielle, tout a été fait dans les règles de l'art, avec des normes internationales en vitrine et des inspections d'experts à l'appel. Et surtout, il ne faut pas oublier les stars du chantier, les Chinois. C'est la société CRCC, un géant du BTP chinois, qui a posé 575 km de rails, rien que ça. La moitié du tracé leur revient. La partie restante? Elle a été co-construite par des entreprises algériennes, comme Cossider, mais toujours avec la main chinoise posée dessus. Et devinez quoi? Les tronçons les plus coriaces, les plus complexes, devinez qui les a pris en charge. Oui, encore eux. L'honneur revient aux partenaires venus de Pékin. Pourquoi ce fameux train pourrait bien engloutir non pas 5, mais carrément plus de 7 milliards de dollars? La réponse tient en un mot. Muscle. On parle ici d'un mastodonte ferroviaire taillé pour tracter des wagons de minerais par milliers sur une voie exclusivement dédiée au transport du fer de Herbilet. Autant dire que ça ne rigole pas. Et qui dit puissance dit logistique lourde, locomotives surdimensionnées, wagons spéciaux par centaines, centre de maintenance flambant neuf à construire de toutes pièces pour entretenir ce monstre métallique. Ce n'est pas juste une ligne de train, c'est un véritable système nerveux industriel. Pour que tout ça fonctionne dans le désert algérien, il a fallu adapter chaque élément aux contraintes extrêmes. Traverse en béton sur mesure, capable de supporter une pression de 32,5 tonnes par essieu, tout en gardant une vitesse stable de 80 km/h pour les convois de fret. Et pour le transport de passagers? Les trains prévus pourront grimper jusqu'à 160 km/h. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel fret. Le fer, c'est dense, lourd, infernal à tracter. On parle de 40 à 50 millions de tonnes par an à déplacer. Résultat, les rails doivent être renforcés, les matériaux ultra résistants, et les normes de construction plus proches d'une ligne militaire que d'une simple voie de chemin de fer classique. Et ce n'est pas fini. Les traits eux-mêmes sont gigantesques. Certains pourraient mesurer jusqu'à 2,2 km de long, avec jusqu'à 177 wagons attachés les uns aux autres. On est loin du petit TER de campagne. Imaginez des trains géants, s'étirant sur plusieurs kilomètres, fendant le désert algérien comme des serpents d'acier. Visuellement, c'est spectaculaire. Le projet, il faut l'admettre, en impose. C'est massif, impressionnant, et sur le papier, c'est même majestueux. Mais il ne s'agit pas uniquement de convois de minerais. 2 trains de passagers viendront aussi rythmer le désert chaque jour sous la gestion de la Société nationale des chemins de fer, la CTF pour les intimes. Le premier quitte Béchar à 8h30, direction Tindouf. Le second fait le trajet inverse, au départ de Tindouf à 9h15. Un aller-retour quotidien dans les deux sens. Pour accueillir ces voyageurs, plusieurs gares flambant neuves ont été construites dans des villes éparpillées le long du tracé. Béchar, Abadla, Amaguir, Tabelbala et bien sûr Tindouf. La gare de Herbilet, elle, ne servira pas aux passagers, mais sera exclusivement dédiée à la gestion et à l'exploitation logistique du projet minier. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce réseau ferroviaire n'a pas été pensé comme un simple trajet, mais comme un axe stratégique. Il reliera la ligne Béchar-Tindouf à celle de Béchar-Oran, créant ainsi un couloir direct entre la mine de Herbilet et la zone industrielle de Béthioua à Oran. Sur le plan technique, il faut le dire, les ingénieurs chinois et algériens ont sorti le grand jeu. Une infrastructure taillée pour durer, adaptée aux conditions extrêmes du Sud, pensée pour le lourd, le long terme, le rentable. Une démonstration de force logistique, sans aucun doute. D'après l'Agence nationale qui supervise les investissements ferroviaires, oui, ce fameux organisme public censé veiller au développement des chemins de fer, la ligne verra passer une dizaine de trains par jour. Pas plus. 10 trains. Voyageurs, marchandises, minerais confondus, dans les deux sens. Autrement dit, pour 7 milliards de dollars, on aura droit à une navette géante désertique à fréquence très limitée. Alors, soyons sérieux 2 secondes. Est-ce que ça vaut le coup?
Est-ce que ce gigantesque serpent d'acier, planté au milieu du sable, finira par rembourser ne serait-ce qu'une partie de son prix astronomique? La vérité, c'est qu'on nage dans l'incertitude la plus totale. Aucune garantie. Zéro assurance. Ce projet, c'est un peu comme aller jouer le destin du pays sur une table poker géopolitique. Tapis sur le train du désert. Avant de parler de rentabilité, parlons de complexité. Parce que construire 950 km de rails en plein désert, c'est pas poser du Lego dans son salon. Non, là, on parle de températures extrêmes, de sable mouvant et d'un environnement aussi hostile qu'imprévisible. Pour ça, il a fallu des matériaux spécifiques, des techniques ultra précises pour éviter que les rails ne disparaissent sous les dunes. Ajoutez à cela que ce n'est pas une ligne pour petits wagons. On parle ici de trains de fret lourds, conçus pour charrier du minerai de fer par dizaines de millions de tonnes. Les ouvrages d'art qu'on a évoqués, ils sont indispensables à cette ligne hors norme. Donc, quand on met autant d'argent dans un projet de cette ampleur, la vraie question n'est pas seulement « est-ce que c'est rentable ?», mais plutôt « est-ce qu'on maîtrise les risques de ne jamais le rentabiliser ?» En principe, quand l'État investit dans des services publics, ce n'est pas pour faire des bénéfices. Ce n'est pas Amazon, c'est une administration. Un hôpital, une école, un bus de campagne, tout ça, c'est là pour servir, pas pour gagner de l'argent. L'important, c'est l'utilité, l'accès, la fonction sociale. Et c'est normal. Mais attention, inefficace ne veut pas dire déficitaire. Parce que si on commence à brûler des milliards pour des infrastructures qu'on ne pourra jamais amortir, on entre dans la catégorie des échecs retentissants. L'objectif n'est pas forcément de dégager des marges, mais au moins, essayer de ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Idéalement, on récupère ce qu'on a mis. Minimum syndical. Il faut être clair. Pas de train, pas de projet Herbilet. Point final. Si cette ligne n'existe pas, impossible de lancer l'exploitation. La seule autre option, ce serait de faire circuler entre 2000 et 3000 camions par jour entre Béchar et Tindouf pour transporter le minerai. Vous imaginez le désastre? Pollution, routes massacrées, carburant brûlé en masse, maintenance infernale, embouteillage monstre dans des zones désertiques, bref, un cauchemar logistique et écologique. C'est exactement ce que montrent les études du projet. Sans le rail, le transport du fer devient un enfer. Tout simplement. Dans ce contexte, le train s'impose comme le moyen le plus rationnel, le plus économique et probablement le seul capable de rendre ce minerai compétitif sur le marché mondial. Oui, ça coûte cher au départ, mais par rapport aux alternatives, c'est une évidence. L'État algérien, pour justifier son projet à plusieurs milliards, avance l'argument du désenclavement. Ce train va relier les régions isolées. Il facilitera les déplacements entre Tindouf et Béchar. Vraiment? Eh bien, regardons les faits de plus près. Entre ces deux villes, la densité de population est, comment dire, assez symbolique. Oui, il y a des habitants, mais pas de quoi remplir des wagons tous les jours. Ce ne sont pas des pôles urbains reliés par une dynamique sociale ou économique forte. Les habitants de Béchar, quand ils bougent, c'est rarement vers Tindouf. Ils visent plutôt les grandes villes du nord-ouest, Oran, Tlemcen, Alger. Et ça tombe bien, Béchar possède déjà un aéroport. Tindouf aussi, mais militaire. Normal, c'est une zone ultra sensible, à 2 pas du Maroc et du Sahara occidental. Autrement dit, région sous haute surveillance, peu propice au tourisme ou aux navettes massives. En chiffres, Béchar plafonne à 300 000 habitants, toute wilaya confondue. Tindouf, c'est encore plus maigre, 60 000 au maximum en comptant large. Et pour ne rien arranger, il y a probablement plus de réfugiés sahraouis que de résidents locaux dans cette zone. Faites le calcul. 360 000 personnes au total dans un désert aussi vaste que vide, sans vraie mobilité entre les deux. Alors oui, on veut bien croire à l'utilité publique. Mais à ce stade, qui va vraiment prendre ce train? On ne va pas tourner autour du pot. Mettre 7 milliards de dollars sur la table pour installer une ligne de train dans une région où la population se compte sur les doigts de quelques stades de foot, c'est ambitieux. Ou disons-le franchement, c'est hors sol. Oui, bien sûr, l'image d'un train qui fend majestueusement les dunes, c'est magnifique. C'est digne d'un spot publicitaire. Mais sur le plan pratique, c'est un chef-d'œuvre d'inutilité. Il n'y a pas assez d'habitants pour remplir ces wagons, même en période de fête.
Si on parlait de zones densément peuplées, avec 1 ou 2 millions d'âmes à déplacer, OK. Là, on pourrait comprendre un intérêt. Mais ici, c'est presque du luxe vide. Tindouf, économie sous perfusion. Béchar, à part un peu de tourisme et quelques champs, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mis à part la ville-centre, les autres communes sont économiquement à bout de souffle. Peu d'industrie, peu de services, à peine un peu d'agriculture ou d'élevage. Alors, qui va monter dans ce train? Personne ne le sait. L'État peut bien arguer que ce n'est pas la rentabilité qui compte, mais le service rendu, le confort, le droit au déplacement. Très bien, sur le papier, c'est noble. Mais dans les faits, quand tu as 350 000 personnes grand max à Béchar et à peine 100 000 à Tindouf, en comptant très large, c'est difficile de justifier l'investissement. D'autant plus que ces deux villes ont déjà des aéroports. Et pour rejoindre les grandes villes du Nord, l'avion, c'est plus rapide, plus rentable, plus maîtrisable. En résumé, ce fameux train, ce sera un train de minerais. Point. Un convoi industriel taillé pour desservir le projet de Erbilay. Et encore s'il est rentable. Car tout le monde le sait, ce méga-projet, aussi pharaonique soit-il, a de grandes chances d'être un gouffre financier. Toutes les études le disent. En réalité, ce train géant n'est qu'une pièce parmi d'autres dans une machinerie bien plus vaste et bien plus incertaine. Dans la version la plus optimiste du film, tout roule. La production d'acier tourne à plein régime. L'Algérie réduit massivement ses importations et garde chaque année 2 à 3 milliards de dollars dans ses caisses. À ce moment-là, le train ne serait pas remboursé directement, mais absorbé par les gains globaux de l'économie. En 5 ans environ, l'addition de 7 milliards pourrait sembler digérée. Moins d'achats à l'étranger, plus de ventes vers l'extérieur. Là, oui, le pari ferroviaire pourrait commencer à ressembler à une bonne opération. Mais voilà, ce genre de projet ne vit pas dans un monde parfait. Si la mine de Erbilay ne tient pas ses promesses, production en dessous des prévisions, galères techniques, pénurie d'eau, alors tout change. Le train se transformerait en ce que les économistes appellent un éléphant blanc. Une infrastructure hors de prix, brillante sur les photos, mais largement sous-exploitée dans la réalité. Et même si tout fonctionne à peu près, il y a un détail qu'on oublie facilement, l'entretien. Des rails posés en plein désert, ça veut dire sable, chaleur extrême, conditions qui usent tout plus vite. Chaque année, il faudra sortir le carnet de chèques pour maintenir la ligne en état. Ce n'est donc pas un investissement classique qu'on finance et qu'on laisse tourner. C'est un projet à risque permanent. Et surtout, ce train n'a de sens que s'il reste accroché au destin de Erbilay. Tout seul, il ne sert à rien. On aurait pu désenclaver ces régions autrement. Routes, bus longue distance, avions. Des solutions bien moins chères que cette autoroute de fer à 7 milliards. Cet argent-là, il ne reviendra probablement jamais sous forme de recettes directes. Oui, visuellement, c'est spectaculaire. Oui, ça fera de belles images pour la communication officielle et les réseaux sociaux. Mais soyons lucides, sa seule chance de rentabilité se joue du côté industriel, pas dans le transport des voyageurs ni dans le développement local. La fameuse rentabilité industrielle, celle dont dépend tout le projet, repose sur un pilier fragile, la bonne gestion du complexe Erbilay. Et là, on entre dans une zone grise. Parce que si ce projet est mal piloté, ce qui est hélas un scénario bien probable, tous les calculs s'effondrent. Et accrochez-vous, ce projet pourrait coûter plus de 30 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Une trentaine de milliards dans un contexte flou, sans vraie transparence. Car côté communication officielle, c'est silence radio. Aucune donnée précise. Le seul chiffre qu'on ait vu apparaître, c'était en septembre 2023, lorsqu'une enveloppe de 430 milliards de dinars, environ 3 milliards de dollars, a été débloquée pour financer les 575 premiers kilomètres de rail. Ce premier tronçon de 575 km, réalisé par les Chinois, a donc coûté environ 3 milliards. En ajoutant le reste du tracé, les infrastructures connexes et tout l'écosystème logistique autour, on monte facilement à 5 milliards pour la ligne entière. Mais ce n'est que la face visible de l'iceberg. Le vrai problème, c'est le projet Erbilay lui-même. Une machine à dévorer des budgets avec une facture finale estimée à plus de 30 milliards de dollars. Et pourquoi? Pour produire de l'acier. Alors oui, le fer est utile.
Mais soyons clairs, ce n'est pas le carburant du futur. Ce n'est ni le gaz, ni l'hydrogène, ni les terres rares, ni même le phosphate ou l'or. C'est du fer. Une matière première importante, certes, mais pas stratégique à l'échelle mondiale. C'est pour cela que, personnellement, je vois ce projet comme une roulette russe économique. Une mise hasardeuse sur un minerai qui n'a rien de révolutionnaire. Et malheureusement, les conséquences de ce pari risqué pourraient peser lourd sur l'avenir économique de l'Algérie.